Et donc on va faire entendre la dernière communication de Frank Billman, qui est strasbourgeois, si je ne m'abuse, mais maintenant installé en Allemagne, Lübeck, dans le nord de l'Allemagne, et qui va nous parler du registre pancréas de l'Association allemande de chirurgie générale et viscérale, en centrant sa communication sur les tumeurs endocrines du pancréas. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les membres de l'Académie, chers collègues, j'ai l'honneur aujourd'hui de vous présenter effectivement le registre Studoc Pancréas et en deuxième partie de ma présentation d'utiliser quelques résultats de ce registre appliqués aux tumeurs neuroendocriniennes du pancréas pour vous montrer le fonctionnement du registre. Il est mis en évidence, il a été mis en évidence par différentes publications ces dernières années que l'incidence des tumeurs neuroendocriniennes était en constante augmentation et ces tumeurs représentent actuellement la deuxième tumeur gastro-intestinale en termes de prévalence après les tumeurs coliques et bien avant les tumeurs de l'estomac et les tumeurs du pancréas, c'est-à-dire les tumeurs épithéliales du pancréas. Très rapidement, et déjà très tôt, les chirurgiens ont reconnu l'utilité de travailler en groupe. Et c'est à partir de cette mise en évidence que se sont développés des registres. Ici, l'exemple de Harvey Cushing dans son équipe de baseball à Yale. C'est à partir de justement cette mise en évidence que s'est développée l'idée au sein de la Société allemande de chirurgie générale et viscérale de développer ce type de registre pour l'évaluation d'une part épidémiologique et d'autre part l'évaluation des résultats thérapeutiques dans différents types de tumeurs et différentes pathologies. En ce qui concerne l'historique, donc ces registres sont apparus très tôt dans l'histoire, avec au XIXe siècle des registres sur l'étude de la tuberculose et au milieu du XXe siècle un registre sur l'étude des maladies chroniques. Très rapidement également, nos collègues anglo-saxons aux États-Unis ont utilisé ce type de registre pour faire leur analyse épidémiologique et leur analyse des résultats thérapeutiques avec la mise en place du registre bien connu CER dès 1973, mais également des registres qui se sont développés dans d'autres domaines comme le domaine de la traumatologie avec le National Trauma Data Bank dès 1980. Quelle est la problématique au sein de la Société allemande de chirurgie viscérale en ce qui concerne ces registres? Les buts d'un tel registre ont été justement la documentation épidémiologique de différentes maladies, différentes tumeurs, mais également et surtout le désir d'amélioration de la qualité de prise en charge de ces patients par une documentation systématique et une analyse des résultats. Cette amélioration de la qualité de la pratique chirurgicale basée sur l'analyse des registres a été mise en évidence très récemment par l'article de Stay en 2015 dans Surgery qui, en pratiquant une méta-analyse de différents registres américains, a bien pu mettre en évidence que la qualité de la pratique chirurgicale était augmentée en utilisant de tels registres. En ce qui concerne le registre Studoc allemand, et j'espère bientôt européen. En voici son historique. Il a été créé en 2008 pour étudier la mise en place et l'évolution des techniques NOTES. En 2010, il a été appliqué au cancer du rectum et ce n'est qu'en 2013, en septembre 2013, qu'est né le registre Studoc Pancréas. Et vous le voyez, le week-end dernier a été mis en place la plateforme internationale en langue anglaise pour permettre d'y inscrire des patients européens, donc de centres extra-germaniques. Il existe actuellement 8 registres Studoc, dont fait partie, comme vous le voyez, le registre pancréas. Quelle en était l'idée? Pourquoi un registre européen? Tout d'abord un registre allemand et européen. Tout d'abord parce qu'il existe peut-être des différences épidémiologiques entre les registres américains et allemands ou européens, donc d'où l'utilité d'un registre spécifiquement européen pour étudier ces différences. Et ensuite, car il est extrêmement difficile d'accéder au registre américain qui est relativement spécifique aux cliniques américaines, et donc par là même l'utilisation des données de ce registre américain est limitée aux cliniques américaines et donc non disponible à une étude qui serait faite par un CHU en France ou en Allemagne.
Si on fait la comparaison de ces deux registres, eh bien, le registre américain qui est né en 73, vous voyez que les néoplasies du pancréas représentent 63 000 patients, alors que notre registre, qui est d'origine plus récente, n'en recense que 3 600. Si on compare maintenant les tumeurs pancréatiques neuroendocriniennes, vous voyez que le registre américain dispose d'un pool de 3 800 patients, alors que notre registre se base sur 238 patients. Et c'est à partir de ces 238 patients que nous avons réalisé les études qui vont suivre dans cette présentation. Voici sur cette diapositive les centres qui participent. Il y en a actuellement 50 en Allemagne, 50 centres qui sont inscrits dans ce registre, mais il n'y a qu'une dizaine de centres qui implémentent ou qui enregistrent un nombre conséquent de patients par an, c'est-à-dire plus de 10. En voici la liste avec par exemple Munich, Fribourg ou encore Lübeck. Il existe également des centres universitaires et non universitaires européens qui se sont déjà inscrits à l'heure actuelle, avec le CHU de Pise, le CHU de Southampton ou d'Amsterdam, mais également au niveau très à l'est de l'Europe, Moscou, avec différents centres, dont le centre universitaire, et également l'Ukraine ou la Biélorussie, qui se sont déjà inscrits dans le centre STUDOC. Il existe en plus un centre extra-européen qui s'est inscrit très récemment. C'est un centre chinois, le centre de Wuhan. Voici les informations de connexion à la plateforme en langue anglaise pour les centres européens et extra-européens. Et voici la page d'accueil, donc une page d'accueil qui est relativement simplifiée, qui permet une mise en place très facilitée de la fiche d'un patient, avec l'indication si cette fiche est complète ou non à droite. Voici la composition de cet organe STUDOC, avec un comité directeur qui, avec ses différents membres, a été à l'origine d'une charte d'éthique scientifique permettant le fonctionnement de ce STUDOC, mais également permettant de définir la protection des données. Et dépendant de ce comité directeur, vous avez pour chaque type de registre, donc également pour le registre STUDOC Pancréas, un comité de pilotage qui est responsable du contact avec les différentes cliniques et également de la transparence dans le fonctionnement du registre. Et chapeautant ces différents registres, vous aviez un responsable de la protection des données, un responsable informatique et un responsable des registres. Et voilà le résultat de l'implémentation des différents patients pour une clinique donnée. À la fin de l'année, le registre STUDOC envoie à chaque clinique un manuel qui est composé à peu près de 50 pages, recensant les différentes caractéristiques des patients et également les résultats opératoires de la clinique et permettant une comparaison, les résultats au niveau national et international. Vous avez ici la possibilité de faire un benchmark, c'est-à-dire une comparaison de votre clinique, qui est ici en bleu, avec les autres cliniques d'Allemagne ou d'Europe. Pour vous montrer l'utilité de ce registre au niveau national, mais également européen, je me propose de vous présenter quelques données en ce qui concerne les tumeurs non fonctionnelles, les tumeurs neuroendocrines non fonctionnelles du pancréas, et d'appliquer ces résultats à deux questions parmi les nombreuses questions qui restent en suspens sur la prise en charge de ces tumeurs. La première question étant de définir l'étendue de la résection à réaliser au niveau du pancréas. Va-t-on réaliser une résection oncologique avec une dissection lymphatique ou plutôt une résection d'épargne parenchymateuse sans dissection lymphatique? Et la deuxième question étant de définir la technique avec laquelle nous allons opérer les patients. Allons-nous les opérer par technique laparoscopique ou par technique ouverte conventionnelle? En ce qui concerne la première question, l'étendue de la résection, eh bien, différentes publications ont montré qu'actuellement, le fait qu'il n'y ait pas de classification TNM retenue pour les tumeurs non fonctionnelles neuroendocrines du pancréas pouvait présenter un problème justement dans la décision de l'étendue de la résection que nous allons proposer aux patients. C'est la publication de Kadan qui montre ceci. Puisque nous avons des techniques de résection d'épargne parenchymateuse, par exemple pour ici des tumeurs centrales du pancréas, eh bien, il est tout à fait possible, à côté des résections plus compliquées de la tête du pancréas ou alors des résections caudales du pancréas, eh bien, de réaliser une résection centrale du pancréas permettant d'épargner la queue du pancréas et la tête du pancréas. Dans notre registre, nous avons pu recenser que pour ce type de tumeurs, l'ensemble des tumeurs, eh bien,
A été pratiquée une résection oncologique dans 35% des cas, une résection avec épargne parenchymateuse dans 61% des cas, et dans 4% des cas, eh bien, il n'a pas été possible de définir le type de la résection. Pour ce qui est de ces résections d'épargne parenchymateuse, si on les compare aux résections caudales pour les tumeurs non fonctionnelles du pancréas, nous avons pu mettre en évidence dans notre registre que, en ce qui concerne les tumeurs, les résections caudales, donc oncologiques, eh bien, ces résections étaient accompagnées d'une perte de poids irréversible chez près de 8 à 10% des patients à long terme, c'est-à-dire avec un follow-up d'au moins 2 ans. Et pour ces résections oncologiques, donc étendues, eh bien 35% des patients présentaient en post-opératoire un diabète. Alors que si vous les comparez aux résections d'épargne parenchymateuse, eh bien, vous n'avez que 5% des patients qui vont présenter un diabète en post-opératoire après 5 ans, et tous les patients opérés avec une technique d'épargne parenchymateuse, eh bien, reviennent à leur poids initial après 2 ans. Ceci a été confirmé par les données de l'étude d'Irono en 2000. Qu'en est-il du statut des nœuds lymphatiques ? Notre étude a également pu mettre en évidence qu'il y avait des différences dans la récurrence, donc le taux de récurrence de ces tumeurs, mais également dans la survie générale des patients en fonction du statut lymphatique des patients, c'est-à-dire pour des patients avec un statut lymphatique positif, eh bien, ils avaient plus de récurrence et avaient une survie moindre, moins bonne que les patients avec, qui n'avaient pas d'atteinte lymphatique. Ceci a été également confirmé par l'étude de Cadane. Et donc, le fait de pouvoir prévoir le statut lymphatique en préopératoire va nous permettre également de décider si nous allons réaliser une résection d'épargne parenchymateuse ou une résection oncologique avec dissection des nœuds lymphatiques. Dans cette étude de Partelli, les auteurs de l'étude se sont intéressés à la définition de facteurs de risque permettant de prévoir justement une positivité des nœuds lymphatiques dans le cas des tumeurs non fonctionnelles, neuroendocrines du pancréas. Et ces auteurs ont mis en évidence ces différents facteurs comme une taille tumorale supérieure à 4 cm, l'existence au niveau de l'imagerie tomodensitométrique de nœuds lymphatiques suspects et également l'existence pour ces patients d'une tumeur avec une faible différenciation supérieure à G2. Ces facteurs ont également été confirmés dans l'étude des résultats de notre registre. De plus, actuellement, dans la plupart des cliniques, pour justement la classification TNM de ces tumeurs non fonctionnelles neuroendocrines du pancréas, eh bien, on utilise la classification de l'adénocarcinome du pancréas. L'étude de Cadane avait proposé une autre classification, une nouvelle classification, se basant sur les résultats très médiocres dans la prédiction des nœuds lymphatiques positifs et justement également de l'évolution des patients en utilisant ici le TNM de l'adénocarcinome du pancréas. Eh bien, ces auteurs avaient montré que, en utilisant cette nouvelle classification, eh bien, il était beaucoup plus facile de mieux classifier les patients et de mieux prévoir justement si les nœuds lymphatiques étaient positifs et de prévoir la survie des patients. Et c'est également ce que nous avons pu montrer dans notre registre, que cette classification était la meilleure pour les tumeurs pancréatiques neuroendocrines non fonctionnelles. D'autre part, notre étude, basée sur notre registre, a permis de montrer également, avec une analyse multivariée du registre, que toutes les tumeurs qui étaient supérieures ou égales à G2 avaient un facteur de risque ou un risque augmenté d'avoir une positivité des nœuds lymphatiques. Donc, d'après les résultats de notre étude sur notre registre, nous pouvons procéder aux recommandations suivantes. Il vaut mieux pratiquer une opération oncologique pour les tumeurs de grande taille, supérieure à 4 cm, pour les tumeurs de faible différenciation, supérieure à G2, et pour les tumeurs qui présenteraient dans l'examen tomodensitométrique une positivité de nœuds lymphatiques, alors que pour les tumeurs de petite taille, moins que 4 cm, et les tumeurs de meilleure différenciation, on peut tout à fait proposer aux patients une opération d'épargne parenchymateuse avec beaucoup moins de complications. En ce qui concerne la deuxième question, la technique de résection à utiliser, laparoscopie versus conventionnelle, différentes publications, dont celle de Drimousis en 2014, semblent montrer que la laparoscopie est supérieure à aux opérations conventionnelles avec moins de complications, une perte de soins moindre et une durée d'hospitalisation moindre.
L'étude de nos résultats semble montrer que la laparoscopie est équivalente à l'opération conventionnelle en ce qui concerne la durée opératoire, les complications majeures, la mortalité et les résultats oncologiques, mais que la laparoscopie semble être supérieure à l'opération de type conventionnel en ce qui concerne les infections du site opératoire et également les complications thromboemboliques. Pour ce qui est de la fistule pancréatique post-opératoire, un élément important en post-opératoire, eh bien, l'étude de notre registre ne semble pas montrer de différence entre les techniques laparoscopiques et les techniques conventionnelles. Pour ce qui est de la préservation splénique, différentes études, dont celle de Schoupp en 2002 dans Archives of Surgery, semblent montrer bien, que la préservation splénique est accompagnée de moins de complications majeures et moins de complications infectieuses. Nous avons montré dans notre registre que 77% des patients opérés par voie laparoscopique pouvaient présenter une conservation de la rate, alors que ce sont uniquement 40% dans les techniques ouvertes, ce qui est également également montré dans d'autres analyses, et que ces patients pouvaient donc profiter de moins de complications en pouvant garder leur rate. Donc, en ce qui concerne cette comparaison laparoscopie versus conventionnelle, les résultats de notre registre semblent montrer que pour des résultats oncologiques comparables, eh bien, la laparoscopie est à préférer justement car accompagnée de moins de complications post-opératoires. En résumé, l'étude très sommaire des résultats de notre registre montre eh bien, que l'étendue de la résection peut être proposée à des patients donc en oncologique. Une résection oncologique peut être proposée pour des tumeurs de grande taille, de faible différenciation et avec un statut nodal positif à l'examen tomodensitométrique, et que la technique laparoscopique est à préférer car accompagnée de moins de complications post-opératoires. Et ces résultats montrent également qu'il faut renforcer ce type de registre au niveau national mais également au niveau européen. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup pour cet excellent exposé. Malheureusement, en France, la culture des registres est quand même faiblement développée, quoi, pour être gentil, en fait. Et alors qu'on voit bien quand même tout l'intérêt que ça peut avoir, parce que ça permet de cumuler un certain nombre de patients et donc de tirer des conclusions qui peuvent être très pratiques pour les patients. Après, il y a des côtés très pratiques, c'est-à-dire donc qui remplit les registres, comment sont protégées les données, comment sont exploitées les données, c'est-à-dire donc est-ce que ceux qui mettent les patients dans le registre vont pouvoir en faire quelque chose pour des articles. Donc tout ça, j'imagine, a été très pensé, en fait, oui. Parce que là, finalement, ce que vous nous proposez, c'est de participer à ce registre. J'ai vu qu'il n'y avait pas de centre français. Il n'y a pas de centre français qui participe actuellement. Alors effectivement, l'invitation, je l'ai dit de haute voix, effectivement, de participer à ce registre. Ça permettrait effectivement de recruter beaucoup plus de patients et d'avoir donc une analyse beaucoup plus fine et de meilleure qualité. Ça devient très facile, d'autant plus que maintenant, depuis le week-end dernier, il y a une plateforme en langue anglaise qui permet de recenser les patients de chaque clinique. Et vous aviez raison de souligner, il existe effectivement des statuts pour ce registre pancréas qui garantissent l'utilisation des résultats pour chaque clinique. Alors, effectivement, il y a une structure administrative qui demande de passer par les comités de pilotage, mais chaque clinique a le droit d'utiliser ses résultats, mais également les résultats au niveau national et international pour en faire une étude rétrospective. Y a-t-il des questions? Oui. C'était un commentaire parce que je suis absolument d'accord avec toi. En France, on ne fait pas assez de registres. Il se trouve qu'en urologie, on a monté 7 ou 8 registres, notamment pour des nouvelles technologies, pour pouvoir voir et comprendre les résultats, et puis aussi pour éventuellement faire, entre guillemets, avoir des arguments vis-à-vis de la CNAM. Si la CNAM acceptait, c'est des discussions qui se poursuivent, mais que les gens qui participent à des registres aient un certain nombre d'éléments positifs
dans le fait de participer à des registres. Par exemple, on imagine que pour tout un certain nombre de prothèses, on pourrait imaginer que ceux qui acceptent de remplir systématiquement des registres aient accès à ces nouveaux matériaux en attendant leur évaluation, ça pourrait servir. D'autre part, et c'est un sujet qui est très très important, comme actuellement les données des bases de données de la CNAM, qui sont des bases uniquement administratives, vont être ouvertes globalement avec la loi santé du mois de janvier, n'importe qui, entre guillemets, parce qu'il y aura des règles, mais pourra avoir accédé à des notions globales, puisque maintenant, en France, tous les malades sont chaînés. Mais c'est des bases de données qui sont des bases de données à partir de données administratives, mais qui ont comme données médicales toutes les consultations, tous les traitements, toutes les interventions, tout le suivi. Et simplement, il y a un certain nombre d'éléments médicaux qui permettraient de comprendre pourquoi on a fait ceci ou cela, qui ne sont pas dedans. Si on a des registres qui sont montés, ça permet de discuter. Sinon, on va sortir, dans tel département, on fait plus de thyroïdectomie que dans tel autre, c'est pas bien, alors qu'il y a peut-être des raisons médicales. Donc je crois que tout ça, c'est des éléments pour favoriser le développement des registres et essayer de convaincre les chirurgiens français qu'il faut participer à des registres. C'est absolument indispensable. Le message est important, effectivement. On essaie en orthopédie de monter depuis de très nombreuses années un registre des prothèses de hanche qui existe dans la plupart des pays européens. Et l'obstacle que nous rencontrons, c'est ce que vient de dire François Richard, c'est qu'un registre n'est valable que s'il est exhaustif. Et pour l'obtenir exhaustif, c'est très difficile parce que les incitations à le remplir ne sont pas suffisantes et beaucoup... par négligence ou mauvaise volonté, ne remplissent pas ces registres. Donc les données que l'on peut en tirer ne sont que des données parcellaires et pas forcément satisfaisantes. De l'être, je suis un chaud partisan de la laparoscopie, de la chirurgie laparoscopique. Toutefois, dans votre exposé, vous ne distinguez pas les localisations. Or, il est certain qu'une localisation de 4 cm au niveau de la tête du pancréas rend la chirurgie laparoscopique difficile, voire même pour certains impossible. Alors que ce n'est pas le cas dans une tumeur du corps ou de la queue. Donc c'est peut-être une notion qu'il faudra aussi joindre pour parfaire votre exposé. Tout à fait. Et ceci même dans les centres, d'experts, qui sont très, très peu répartis au niveau allemand. On s'est rendu compte qu'effectivement, même dans ces centres qui ont donc une expertise pour les résections laparoscopiques, également de la tête du pancréas, eh bien, il y avait des différences qui tendaient plutôt les chirurgiens effectivement alors à passer à une résection ouverte de la tête du pancréas. Pour revenir un peu sur ce que disait Henri, en orthopédie, on a vu qu'il y avait certains obstacles en France pour les registres qui sont, d'abord, le caractère obligatoire doit être lié peut-être à un remboursement des prothèses pour qu'on arrive avec certitude à avoir l'exhaustivité. Deuxièmement, il y a le problème des saisies multiples. Il n'y a rien de plus horripilant que de saisir plusieurs fois la même chose, parce qu'il y a des tas de bases de données, notamment dans la traçabilité des implants qui pourraient être données. Donc il faut qu'il y ait des interpénétrations des fichiers informatiques, et notamment également avec celui du numéro de sécurité sociale pour savoir le devenir des patients, ce qui n'est pas autorisé en France. Donc il y a 2-3 verrous à faire sauter pour que cela devienne réellement possible. Et puis il y a le problème économique, parce qu'il faut quand même du matériel informatique qui soit opérationnel. Et dans nos pauvres hôpitaux, on en est encore loin, voilà. Je crois qu'il y a aussi le facteur humain à commenter. Nous avions essayé en Allemagne, dans différentes cliniques, de faire intervenir des infirmières qui sont spécialisées dans les études, le suivi des études, justement également pour mettre en place les patients dans les différents registres. Et ça a été abandonné parce qu'il faut effectivement un personnel qui est formé justement à ça, donc un personnel médical. Et actuellement, on fonctionne avec les internes qui ont un temps libéré spécialement pour mettre en place ces patients dans les registres. Vous êtes bien organisé. Une dernière question peut-être, oui. Philippe Bonichon. Merci beaucoup à Franck Billmann de son exposé. Je ne voudrais pas que ma remarque fasse ombrage à la qualité de ce qu'il nous a exposé, et encore moins qu'il m'en tienne rigueur. Mais le terme récurrence en français existe et il consiste en un retour en arrière.
Le terme, je crois qu'il a voulu souvent employer, c'est le terme récidive, et je crois qu'une telle remarque aurait été faite avec beaucoup plus de vigueur par nos amis canadiens. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On a fini cette séance de chirurgie endocrinienne. Merci aux orateurs et merci à tout le monde pour les questions que vous avez pu poser. Voilà, merci pour Patrice Ménégo et tous les communicants, discutants et à toute l'Assemblée pour cette belle séance. Bon, les 5 membres de la commission, nous montons à l'étage.